Oui, oui, Porto, Porto. Alors Porto, bon, il est très bon. Alors là, on est sur la maison Grahams. Pourquoi j'ai pris Grahams? Parce que c'est l'une des premières maisons. C'est des Anglais, vous l'avez compris tout à l'heure. Si vous regardez toutes les marques de champagne, pas toutes, mais une grande majorité des marques de Porto, elles, c'est quoi? C'est des assonances anglophones. Grahams est une maison qui aujourd'hui appartient au groupe Symington, très grande famille qui possède pratiquement 40% du Douro, c'est la région où on élabore le Porto. Mais si vous connaissez d'autres marques comme Taylor, Flatgate, etc., c'est des noms anglais. Heureusement, les Portugais vont se réapproprier quand même leurs terres et leurs vins. Et je pense notamment à Madame Ferreira, la maison Ferreira, puis aujourd'hui toutes les petites quintas qui appartiennent aux producteurs de vin. Mais les Anglais ont été là dès le départ, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à cause des Français, à cause de Colbert, mais grâce aux Portugais. Et eux, ils vont faire vraiment du Porto, ils vont tout maîtriser. Ils vont acheter les récoltes aux moines et aux petits vignerons. C'est eux qui vont muter avec leur propre alcool. Et à l'époque, on pouvait muter d'ailleurs avec du rhum. Aujourd'hui, c'est de l'alcool vinique neutre. À l'époque, on pouvait le faire avec du rhum. Il y a même les Canadiens qui ont dit que c'était eux les inventeurs du Porto. Parce qu'on a retrouvé des bateaux du côté de Terre-Neuve, et puis on a muté des barriques de vin portugais à Terre-Neuve avec de l'alcool à patate pour que les bateaux repartent à Londres. Mais bon, c'est une anecdote. Porto, ici vous avez un Tony, 10 ans. Ça veut dire que le vin, 10 ans c'est la moyenne. Ça veut dire que le vin a vieilli en moyenne 10 ans. Vous avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc en gros, on l'a gardé pour vous. J'aimerais bien en avoir, s'il vous plaît. Non ? Non mais ça va, il en reste. Mais en gros, je peux vous en parler quand même. Donc c'est plutôt toujours cette petite note de caramel qu'il va y avoir. Pourquoi? Parce que les Tony 10 ans sont toujours sur le côté fruité, un fruité un peu cuit qui rappelle le pruneau, mais on a toujours cette note de caramel. Merci, ça va. Pourquoi? Parce que le caramel est cette note qui va d'abord se développer en fût de chêne. On est dans des foudres, ce qu'on appelle des pipas. C'est plus de 550 litres au Portugal. Donc on a un vin qui va être très très soyeux. Souvent, le Porto Tony, c'est le Porto qui charme. C'est toujours très soyeux en bouche. Ça n'a rien à voir avec le vintage ou les late bottle vintage qui sont issus d'une seule récolte et qui, eux, sont plus sur le fruit, plus sur les tanins. C'est pour ça qu'on parle de deux grandes familles, les Tony et les vintage. Ici, on est sur un Tony. C'est une très belle maison. La maison Graham fait plutôt c'est le style anglais. Il y a deux styles. Au Portugal, comme on dit le style portugais, le style anglais. Le style anglais, c'est la puissance, c'est l'endurance. Les Anglais ont toujours aimé l'alcool. Ça veut dire qu'on mute de façon différente et ça va faire des vins qui ont une très grande endurance qu'on peut garder en cave. Ça ne sert à rien de garder votre Tony 10 ans en cave 20 ans. Ça ne va pas faire un 30 ans. Non, je le dis, je sais que ça paraît ridicule, mais c'est parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit « Ah, j'ai un 10 ans que j'ai gardé 20 ans, ça va faire un 30 ans. » Non. Une fois que le vin y est muté, qui est mis en bouteille, il ne vieillit plus. D'accord? Sauf les vintage. Là, le vintage, oui, il se garde. Et d'ailleurs, je vous conseille d'acheter le vintage n'est pas déclaré tous les ans. Plutôt 3 ou 4 années qui sont déclarées. Comme on dit déclaré, ça veut dire qu'on va en faire avec une seule récolte, à peu près 4 par décennie. Comme en Champagne. C'est un vin d'assemblage comme en Champagne. C'est un vin d'assemblage de raisin comme en Champagne. C'est un vin qui est millésimé quand la récolte le permet, comme en Champagne. Sinon, c'est également des vins de réserve. C'est la même construction. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure des jumeaux séparés à la naissance. Et en plus, cette construction de famille de vins, elle a été élaborée aux mêmes périodes. Et pourquoi ces jumeaux se rejoignent à la fin? Parce que le champagne est devenu brut à cause des Anglais qui élaboraient du Porto. Le champagne, jusqu'à la fin du XIXe siècle, était un vin sucré, très sucré, aussi sucré que le Porto. Sauf que le Porto, on le buvait à table avec le Stilton, des fruits secs, des pâtisseries, en dessert, pas à table. Mais le champagne, comme il était sucré, à l'époque, on ne le buvait pas à table, on le buvait également en dessert, très très froid, frappé, parce que c'était sucré. Et quand les Anglais vont s'apercevoir qu'ils n'ont plus la maîtrise commerciale du champagne, ils l'ont eu seulement 50 ans, mais que les Français l'ont récupéré, mais par contre, ils ont la maîtrise commerciale et de tout le développement d'ailleurs du Porto, ils s'aperçoivent qu'ils font moins d'argent avec le champagne qu'avec le Porto. Pourquoi? Parce que le champagne devient un concurrent à table. Parce qu'il y en a qui disent non, on va plutôt prendre du champagne au dessert, on ne va pas prendre du Porto. Alors les Anglais, bien astucieux, vont commencer à demander vers les années 1870 à une grande maison qui s'appelle Pommery, la maison Louis Pommery, ils vont lui dire est-ce que, ils demandent ça aux agents commerciaux, est-ce que vous pourriez nous faire un champagne
plus sec que sec. En anglais, dry. Il n'y a pas de terme qui existe pour dire plus sec que sec, même en français, même en anglais, d'accord? Et à l'époque, on ne vendait pas les vins de Champagne avec un nom précis. On vendait selon les marchés. Le marché russe était très sucré, le marché américain un peu moins, le marché français. Le marché le moins sucré, c'était le marché anglais, mais qui était quand même à 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre, c'est aujourd'hui la catégorie doux, qui est très très rare en Champagne. Les Anglais vont dire aux maisons de champagne, on veut du champagne sec. Et d'ailleurs, les bouteilles partaient, c'était marqué dry, full rich, rich, et on mettait des termes anglais. Les champenois, ils ne savent pas ça, je vous rappelle, on ne maîtrise pas encore tout à fait, on pense que c'est encore le sucre qui garantit l'effervescence. Donc il faut en mettre du sucre. Alors il dit, bon, on va en mettre moins, mais on ne sait pas. Madame Pommery, elle va dire simplement à son élaborateur, son chef de cave, on va leur envoyer, on va faire des essais avec nos brutes. Les brutes en Champagne, c'était les bouteilles qui étaient abîmées, soit qu'on donnait au personnel, et c'était surtout le champagne qu'on ne dosait pas, on ne rajoutait pas de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, comme le sel à l'époque, c'est la denrée la plus chère. Alors on l'utilise de façon parcimonieuse. Et ils envoient ça. On ne sait pas comment l'appeler. Et ils vont mettre sur les lettres d'envoi, sur les commandes, on vous envoie des brutes. Le terme va être déposé, c'est ainsi que le champagne devient brut. On est à la fin du 19e siècle, les Français ne vont pas en boire, ils vont commencer à en boire seulement dans les années 30, 1930, malheureusement avant la guerre. Mais le champagne tel que vous le buvez aujourd'hui, il a à peine 60 ans, ça date vraiment des années 40. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous dis que les Anglais sont quand même à la source de beaucoup de choses en Champagne. Moi, j'avais une question. J'avais aussi lu que le bouchon de liège, parce qu'avant, c'était des genres de bouchons de bois, on appelait ça un broquelet. C'était une goupille de bois à tête carrée. C'est ça. Et on mettait du fil et également de la cire. Hein. Et donc, vous voulez l'histoire du bouchon? C'est ça, parce que moi, j'avais lu que c'était des morts que Dom Pérignon avait rencontrés et qui utilisaient, mais je ne sais pas si c'est la vraie histoire, hein, des bouchons de liège pour leur gourde, où ils mettaient de l'eau. Alors oui, là, il y a du vrai. Dom Pérignon n'a rencontré personne. Alors Dom Pérignon ne sait pas. C'est pas Dom Pérignon. Je peux répondre? Oui. Dom Pérignon, icône du champagne malgré lui. Il faut toujours des personnages dans l'univers du vin, dans tous les univers d'ailleurs, pour être ambassadeur. Bon. On a pris Dom Pérignon, pourquoi? Parce que Dom Pérignon, oui, il a fait du vin. En fait, Dom Pérignon, ce dont on est certain, c'est que c'est l'un des premiers à avoir fait du vin blanc avec des cépages rouges. Ça déjà. Mais à l'époque, on va l'appeler du vin gris en Champagne. Mais il n'a jamais voulu faire des bulles. On ne pense même pas qu'il en ait vu ni même goûté. En tout cas, s'il en a vu, il les a créés, il les a considérés comme ses confrères, comme des imperfections. D'accord ? Ça c'est vrai. Ça, on le sait pourquoi. Parce que ceux qui lui ont succédé à l'abbaye d'Auvillers, parce qu'il était procureur de l'abbaye d'Auvillers. Procureur, ça veut dire qu'il était un peu régisseur de plusieurs abbayes, hein, parce qu'il n'y avait pas seulement celle d'Auvillers, même celle de Châlons et d'autres. Ça veut dire qu'il avait en charge vraiment toute la gestion. Et on sait qu'il a considéré ça comme des imperfections. Ce sont ceux qui vont lui succéder, qui dans les écrits vont rapporter que c'était quelqu'un qui savait faire du vin, qui contrôlait. On pense que c'est effectivement lui qui a commencé à voir que certains cépages s'adaptaient mieux pour faire du vin. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de chardonnay, pinot noir, pinot meunier comme aujourd'hui. On parle surtout des cépages comme le gouais ou le morillon, des vieux cépages qui sont les papas et la maman d'ailleurs, des cépages nobles qu'on connaît aujourd'hui. Mais on n'utilisait pas du tout les cépages d'aujourd'hui parce qu'il y a eu le phylloxéra qui a détruit pratiquement 75% des cépages d'aujourd'hui. Alors dans Pérignon, le liège, c'est complètement faux. J'en parle dans... Mercier qui parle de... Oui, bien sûr, mais c'est normal. Mercier appartient à Moët-Hennessy et Moët-Hennessy possède Dom Pérignon. Donc ils ne vont pas dire que... Il faut toujours regarder un peu. Aujourd'hui, il faut regarder les affaires qui se brassent autour. Les affaires. Et j'en parle dans ce livre-là. Dom Pérignon, en fait, on sait, les seuls écrits qu'on a de lui, c'est des commandes. Et il y a effectivement une commande où il commande exactement 800 broquelets de bois, des têtes de bois. Il ne commande pas du liège. Il commande des broquelets pour fermer des bouteilles, parce qu'on lui demande exceptionnellement un tirage en bouteille. Mais à 90%, Dom Pérignon faisait du vin en fût et il expédiait du fût. Il n'a jamais fait de bouteille. Donc quand on dit que Dom Pérignon, c'est lui qui est à l'origine de la bouteille en Champagne, c'est faux. C'est lui qui est à l'origine du liège en Champagne, c'est faux. C'est lui qui est à l'origine de la parcellisation des vignes, c'est faux. Il a fait du vin blanc avec des cépages rouges, c'est vrai.
Quant au liège, oui, le liège commence à être introduit en Champagne à partir des années 1730-1740. La preuve, c'est que les premières maisons de bouchons français, elles sont catalanes. Elles sont catalanes parce qu'effectivement, les Catalans vont prendre le procédé de stérilisation, notamment des Arabes. Pourquoi? Parce que les Arabes mettaient de l'huile dans leur vessie et le bouchaient avec du liège parce qu'ils savaient que le liège était une matière, contrairement à ce qu'on pense, qui est perméable et non pas imperméable et qui bouge. Et on a besoin de ça, qui vit. Et les moines, effectivement, bénédictins et des autres ordres vont utiliser ça également dans leurs voyages, Compostelle et compagnie, pour fermer leur vessie d'eau et d'huile. Et c'est bien plus tard, vraiment à partir du milieu du XVIIIe siècle, qu'on va commencer à boucher avec des cônes de liège les bouteilles. Le problème, c'est que les bouteilles, on mettait du liège, elles étaient en cave, beaucoup de sucre. Et le sucre, quand on mettait une bouteille, ça perle. Qu'est-ce qu'il y a dans les... C'est qui les visiteurs dans les caves? C'est qui les habitants des caves? Les mulots, les rats, bref, les bibites. Et le sucre suinte, et donc les mulots venaient gruger le liège et faisaient ou bien éclater la bouteille ou bien la vider. Et c'est Adolphe Jacquesson est une très grande maison de Champagne, en 1844 exactement, qui va déposer le muselet et la plaque, la fameuse plaque de bouchon, parce qu'il se dit il faut absolument que je mette sur mes bouteilles, sur mes bouchons de liège, un opercule, on va dire, de métal pour éviter que les mulots, les rats viennent gruger ça. Il va falloir que je le ferme avec du métal. C'est comme ça que le muselet va naître. Il le dépose en 1844. Les Français vont commencer à l'utiliser à partir de 1920. Le Canada et Terre-Neuve et le Porto, les bateaux qui s'étaient échoués et dont les cargaisons étaient dans les fonds marins, j'ai lu un article qui disait que la conservation était optimale. Oui, elle n'était pas optimale. On fait encore aujourd'hui des expériences et les champenois en ont fait. Veuve Clicquot, pas plus tard qu'il y a 6 ans, ont commencé. On s'aperçoit que c'est à cause de la pression. On fait aujourd'hui des caves, monsieur dans les caves. On essaie de faire des réceptacles sous pression et on essaie de mesurer justement les qualités de garde de vin. Et dernièrement, on a retrouvé en mer Baltique, bon, c'était il y a 4 ans, en mer Baltique, un cuirassier allemand, si je me souviens bien, avec des vieilles bouteilles de champagne, même de maisons qui n'existent plus, et quelques bouteilles de Veuve Clicquot. Et les bouteilles, évidemment, ont été sorties, ont été testées, et on s'est aperçu que le vin, évidemment, c'était un rancio très développé, comme on dit, c'était oxydé, hein, oxydatif en tout cas, mais on s'est aperçu qu'il y avait curieusement encore une légère effervescence. Et aujourd'hui, on fait régulièrement des expériences, beaucoup en Italie, en Espagne et dans le sud de la France, où vous avez des caissons qui sont immergés en Méditerranée et on fait des tests pour voir comment le vin, non pas savoir si le vin se garde, mais on prend le même lot de vin et on en fait vieillir dans tel environnement, dans un autre environnement et on va comparer les vins 5, 10 ans, 15 ans plus tard.